Chapitre 37. Un donjon. Il entendit un grand bruit dans le corridor. Ce n'était pas l'heure où l'on montait dans sa prison. L'orfraie s'envola en criant. La porte s'ouvrit, et le vénérable curé Chélan, tout tremblant et la canne à la main, se jeta dans ses bras. « Ah, grand Dieu, est-il possible, mon enfant, monstre, devrais-je dire ?» Et le bon vieillard ne put ajouter une parole. Julien craignit qu'il ne tombât. Il fut obligé de le conduire à une chaise. La main du temps s'était appesantie sur cet homme autrefois si énergique. Il ne parut plus à Julien que l'ombre de lui-même. Quand il eut repris haleine, « Avant-hier seulement je reçois votre lettre de Strasbourg, avec vos 500 francs pour les pauvres de Verrières. On me l'a apporté dans la montagne à Liveru, où je suis retiré chez mon neveu Jean. Hier, j'apprends la catastrophe. Au ciel, est-il possible ?» Et le vieillard ne pleurait plus. Il avait l'air privé d'idées et ajouta machinalement, « Vous aurez besoin de vos 500 francs. Je vous les rapporte. »« J'ai besoin de vous voir, mon père, » s'écria Julien attendri. « J'ai de l'argent de reste. » Mais il ne put plus obtenir de réponse sensée. De temps à autre, M. Chélan versait quelques larmes qui descendaient silencieusement le long de sa joue. Puis il regardait Julien et était comme étourdi de le voir lui prendre les mains et les porter à ses lèvres. Cette physionomie si vive autrefois et qui peignait avec tant d'énergie les plus nobles sentiments ne sortait plus de l'air apathique. Un espèce de paysan vint bientôt chercher le vieillard. « Il ne faut pas le fatiguer, dit-il à Julien, qui comprit que c'était le neveu. » Cette apparition laissa Julien plongé dans un malheur cruel et qui éloignait les larmes. Tout lui paraissait triste et sans consolation, il sentait son cœur glacé dans sa poitrine. Cet instant fut le plus cruel qu'il eût éprouvé depuis le crime. Il venait de voir la mort et dans toute sa laideur. Toutes les illusions de grandeur d'âme et de générosité s'étaient dissipées comme un nuage devant la tempête. Cette affreuse situation dura plusieurs heures. Après l'empoisonnement moral, il faut des remèdes physiques et du vin de champagne. Julien se fut estimé un lâche d'y avoir recours. Vers la fin d'une journée horrible, passée tout entière à se promener dans son étroit donjon, « Que je suis fou » s'écria-t-il. « C'est dans le cas où je devrais mourir comme un autre que la vue de ce pauvre vieillard aurait dû me jeter dans cette affreuse tristesse. Mais une mort rapide et à la fleur des ans me met précisément à l'abri de cette triste décrépitude. » Quelque raisonnement qu'il se fit, Julien se trouva attendri, comme un être pusillanime, et par conséquent malheureux de cette visite. Il n'y avait plus rien de rude et de grandiose en lui, plus de vertu romaine, la mort lui apparaissait à une plus grande hauteur et comme chose moins facile. « Ce sera là mon thermomètre, se dit-il. Ce soir, je suis à 10 degrés au-dessous du courage qui me conduit de niveau à la guillotine. Ce matin, je l'avais ce courage. Au reste, qu'importe, pourvu qu'il me revienne au moment nécessaire. » Cette idée de thermomètre l'amusa et enfin parvint à le distraire. Le lendemain, à son réveil, il eut honte de la journée de la veille. « Mon bonheur, ma tranquillité sont en jeu. » Il résolut presque d'écrire à monsieur le procureur général pour demander que personne ne fût admis auprès de lui. « Et Fouquet, pensa-t-il, s'il peut prendre sur lui de venir à Besançon, quelle ne serait pas sa douleur ?» Il y avait 2 mois peut-être qu'il n'avait songé à Fouquet. J'étais un grand sot à Strasbourg, ma pensée n'allait pas au-delà du collet de mon habit. Le souvenir de Fouquet l'occupa beaucoup et le laissa plus attendri. Il se promenait avec agitation. Me voici décidément de 20 degrés au-dessous du niveau de la mort. Si cette faiblesse augmente, il vaudra mieux me tuer. Quelle joie pour les abbés Maslon et les Valenod si je meurs comme un cuistre. Fouquet arriva. Cet homme simple et bon était éperdu de douleur. Son unique idée, s'il en avait, était de vendre tout son bien pour séduire le geôlier et faire sauver Julien. Il lui parla longuement de l'évasion de M. de Lavalette. « Tu me fais peine, » lui dit Julien. « M. de Lavalette était innocent, moi je suis coupable. Sans le vouloir, tu me fais songer à la différence. » « Mais est-il vrai? Quoi? Tu vendrais tout ton bien ?» dit Julien, redevenant tout à coup observateur et méfiant. Fouquet, ravi de voir enfin son ami répondre à son idée dominante, lui détailla longuement et à 100 francs près ce qu'il tirerait de chacune de ses propriétés. Quel effort sublime chez un propriétaire de campagne, pensa Julien. Que d'économie, que de petites demi-lésineries qui me faisaient tant rougir lorsque je les lui voyais faire, il sacrifie pour moi. Un de ces beaux jeunes gens que j'ai vus à l'hôtel de la Mole et qui lisent René n'aurait aucun de ces ridicules, mais excepté ceux qui sont fort jeunes et encore enrichis par héritage et qui ignorent la valeur de l'argent, quel est celui de ces beaux Parisiens qui serait capable d'un tel sacrifice? Toutes les fautes de Français, tous les gestes communs de Fouquet disparurent. Il se jeta dans ses bras. Jamais la province, comparée à Paris, n'a reçu un plus bel hommage. Fouquet,
ravi du moment d'enthousiasme qu'il voyait dans les yeux de son ami, le prit pour un consentement à la fuite. Cette vue du sublime rendit à Julien toute la force que l'apparition de M. Chélan lui avait fait perdre. Il était encore bien jeune, mais suivant moi, ce fut une belle plante. Au lieu de marcher du tendre au rusé, comme la plupart des hommes, l'âge lui eût donné la bonté facile à s'attendrir. Il se fut guéri d'une méfiance folle. Mais à quoi bon ces vaines prédictions? Les interrogatoires devenaient plus fréquents, en dépit des efforts de Julien, dont toutes les réponses tendaient à abréger l'affaire. « J'ai tué, ou du moins j'ai voulu donner la mort et avec préméditation, répétait-il chaque jour. Mais le juge était formaliste avant tout. Les déclarations de Julien n'abrégeaient nullement les interrogatoires. L'amour-propre du juge fut piqué. Julien ne sut pas qu'on avait voulu le transférer dans un affreux cachot, et que c'était grâce aux démarches de Fouqué qu'on lui laissait sa jolie chambre à 180 marches d'élévation. Monsieur l'abbé de Frilair était au nombre des hommes importants qui chargeaient Fouqué de leurs provisions de bois de chauffage. Le bon marchand parvint jusqu'au tout-puissant grand vicaire. À son inexprimable ravissement, monsieur de Frilair lui annonça que, touché des bonnes qualités de Julien et des services qu'il avait autrefois rendus au séminaire, il comptait le recommander au juge. Fouqué entrevit l'espoir de sauver son ami, et en sortant et se prosternant jusqu'à terre, pria monsieur le grand vicaire de distribuer en messe, pour implorer l'acquittement de l'accusé, une somme de 10 louis. Fouqué se méprenait étrangement. Monsieur de Frilair n'était point un Valenod. Il refusa et chercha même à faire entendre au bon paysan qu'il ferait mieux de garder son argent. Voyant qu'il était impossible d'être clair sans imprudence, il lui conseilla de donner cette somme en aumône pour les pauvres prisonniers qui, dans le fait, manquaient de tout. Ce Julien est un être singulier, son action est inexplicable, pensait M. de Frilair, et rien ne doit l'être pour moi. Peut-être sera-t-il possible d'en faire un martyr. Dans tous les cas, je saurai le fin de cette affaire et trouverai peut-être une occasion de faire peur à cette madame de Rênal, qui ne nous estime point et au fond me déteste. Peut-être pourrais-je rencontrer dans tout ceci un moyen de réconciliation éclatante avec M. de la Mole, qui a un faible pour ce petit séminariste. La transaction sur le procès avait été signée quelques semaines auparavant, et l'abbé Pirard était reparti de Besançon, non sans avoir parlé de la mystérieuse naissance de Julien, le jour même où le malheureux assassinait madame de Rênal dans l'église de Verrières. Julien ne voyait plus qu'un événement désagréable entre lui et la mort, c'était la visite de son père. Il consulta Fouqué sur l'idée d'écrire à monsieur le procureur général pour être dispensé de toute visite. Cette horreur, pour la vue d'un père, et dans un tel moment, choqua profondément le cœur honnête et bourgeois du marchand de bois. Il crut comprendre pourquoi tant de gens haïssaient passionnément son ami. Par respect pour le malheur, il cacha sa manière de sentir. « Dans tous les cas, lui répondit-il froidement, cet ordre de secret ne serait pas appliqué à ton père. »